On l'a refait, bonjour à tous. J'imagine qu'on peut débuter la session. Ouais, super. Donc, je me présente, moi je suis Estelle Manguin, enseignante-chercheuse à l'ENV1 en médecine interne et kin, avec une casquette aussi clinicienne dans le beau nouvel hôpital que certains d'entre vous ont peut-être visité durant l'après-midi. Et donc, aujourd'hui, j'ai pour mission de terminer cette journée porte ouverte avec une thématique de médecine interne qui m'est chère, sur le cheval asthmatique, intitulé Mon cheval tousse, et si c'était de l'asthme. On va d'abord passer en revue quelques généralités sur la maladie et ensuite on s'attardera un petit peu plus précisément à voir quelle peut être la prise en charge sur le terrain de ces chevaux asthmatiques, tant pour le diagnostic que pour le traitement. Donc il faut savoir que l'asthme équin est défini comme une maladie inflammatoire chronique consécutive à l'inhalation d'allergènes contenus dans l'environnement et plus particulièrement dans le foin, qui peut être assez poussiéreux. Il faut faire une dichotomie entre l'asthme léger à modéré et l'asthme sévère. Donc il y a probablement des personnes qui connaissent un petit peu le milieu équin dans la salle, qui ont eu l'habitude ou qui ont encore l'habitude de dénommer cette maladie avec d'autres terminologies. Pour l'asthme léger à modéré, on connaît un acronyme anglais IAD, Inflammatory Airway Disease. Et pour l'asthme sévère, en France, on appelle beaucoup ça le souffle, l'emphysème, ou alors avec des acronymes aussi anglais. Aujourd'hui, je voudrais que tout le monde ressorte de la salle en utilisant le terme asthme. C'est vraiment la nouvelle terminologie qu'il faut désormais employer. On sait qu'il y a beaucoup de rapprochements entre l'asthme humain et l'asthme des chevaux, d'où le fait que pour simplifier un petit peu la dénomination, maintenant on appelle ça tout simplement l'asthme équin, même s'il y a un petit peu des particularités propres au cheval. Aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur une autre forme qui est un petit peu plus rare de la maladie, avec une forme au pâturage. Là, c'est des chevaux qui ne sont pas allergiques, qui ne réagissent pas à la poussière dans le foin, mais qui réagissent à des pollens de l'environnement. Donc ça, c'est plus rare, on va moins s'attarder sur le sujet. Comment on peut définir l'asthme équin? Également par les signes cliniques. Donc en gros, c'est une maladie qui peut être à l'origine cliniquement de contre-performance, également de signes plus caractéristiques au niveau respiratoire avec de la toux ou du jetage nasal et de la dyspnée. La dyspnée, c'est quoi? C'est le terme scientifique pour dire des difficultés respiratoires. Au niveau local, donc là vraiment au niveau des poumons, on va aussi remarquer une inflammation pulmonaire. On y reviendra en ce qui concerne le diagnostic. Et finalement, au niveau mécanique, ces chevaux-là sont également atteints d'une obstruction des voies respiratoires profondes, qu'on appelle aussi voies respiratoires inférieures. C'est quoi? C'est tout simplement vraiment le compartiment pulmonaire avec les petites alvéoles, les bronches, qui ont tendance à davantage se refermer. C'est ce qu'on appelle le bronchospasme. On relève aussi localement une inflammation. Je viens juste de l'énoncer avec le petit rond précédent. On a une accumulation de mucus. Ce mucus, c'est lié à l'inflammation locale. Et puis, si on analyse les tissus, on voit aussi que ces chevaux ont à terme un remodelage tissulaire qui génère, eux aussi, une obstruction des voies respiratoires. Donc, il y a probablement dans la salle des personnes qui sont asthmatiques ou qui ont des connaissances asthmatiques. Je pense que ça parle à tout le monde. Là, quand on manque de souffle et qu'on sent que tout se resserre, c'est aussi la même chose qui se passe chez le cheval. D'où est-ce que ça vient, cette maladie? Les études, elles sont encore à pied d'œuvre sur le sujet. On sait que c'est multifactoriel, mais exactement comment ça se passe, c'est encore la grande question. Multifactoriel, pourquoi? Tout d'abord, je l'ai déjà dit, il y a une réponse de ces chevaux à l'environnement avec des allergènes qui sont contenus dans l'environnement et notamment les poussières. On sait aussi qu'il y a une potentielle composante allergique. Ça, c'est vraiment bien défini en humaine. Chez le cheval, exactement quel type d'immunité, etc., c'est pas encore tout bien élucidé. Puis il y a probablement différents types d'asthme, comme ce qui existe chez l'humain. On sait également qu'il y a une composante familiale, voire génétique, notamment pour l'asthme sévère. Il y a vraiment des familles qui ont été démontrées de générer des poulains atteints de la maladie. Donc là, il y a quelque chose qui est porté intrinsèquement dans les gènes et qui se donne à la descendance. Maintenant, la grande question, puis ça c'est vraiment des thématiques d'actualité, est-ce qu'il y a aussi une composante du microbiote pulmonaire, du microbiome? C'est quoi tout ça? En fait, il faut penser que le poumon n'est pas un organe stérile. Il y a vraiment des micro-organismes qui sont là de manière normale, des bactéries, des virus, potentiellement des fongies aussi. Le problème, c'est que quand il y a un déséquilibre des micro-organismes normaux
et peut-être qu'il y a des pathogènes là, qui vont devenir surnuméraires, c'est là que ça peut amener un déséquilibre et peut-être participer à générer les signes cliniques de la maladie. C'est la grande question et une grande thématique d'étude actuellement. Quoi qu'il en soit, en gros, ce qu'on sait, c'est que l'asthme, c'est une réaction inadaptée du système immunitaire face à des antigènes environnementaux qui sont inhalés. Maintenant, en termes d'épidémiologie, si on fait la dichotomie entre asthme léger à modéré et asthme sévère, on peut se rendre compte déjà de certaines choses. L'asthme léger à modéré est rapporté à peu près à 50% des chevaux. Ça paraît énorme, mais en fait, il y a un gros point d'interrogation là-dessus. 50%, pourquoi ? C'est en fait 50% des chevaux qui ont minimum un épisode de toux durant leur vie. Bon, la toux, elle est peut-être due à autre chose. C'est peut-être pas tous des chevaux qui sont réellement asthmatiques là-dedans. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est des animaux qui sont généralement adultes, avec un âge jeune à moyen. A contrario, pour l'asthme sévère, là, on a des données qui sont beaucoup plus fines, avec une prévalence estimée allant de 15-20% selon les études. Il y a 15-20% des chevaux qui vont être malheureusement asthmatiques sévères. Et ce, pour des chevaux qui sont plus âgés. Donc, on sait que c'est généralement des chevaux qui ont plus de 7 ans qui peuvent déclencher la maladie. En revanche, les études sont assez unanimes pour dire qu'il n'y a pas de prédisposition sexuelle, il n'y a pas de prédisposition de race et ni de discipline, entre cheval de course, de sport ou de loisirs. Quand on parle d'asthme léger à modéré versus sévère, il faut aussi garder en tête qu'il y a des signes cliniques qui peuvent faire penser à d'autres maladies. Là, c'est là qu'on parle de diagnostic différentiel. Attention, ok, mon cheval, il ressemble à un cheval asthmatique, mais c'est peut-être pas ça. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Pour l'asthme léger à modéré, il faut garder l'éventail, l'esprit ouvert, en se demandant peut-être, est-ce que mon intolérance à l'exercice, elle n'est pas due à des hémorragies pulmonaires induites à l'exercice ? Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez le cheval de course. Est-ce que ça ne vient pas d'une obstruction des voies respiratoires supérieures, donc au niveau de la gorge ? Est-ce qu'il y a une motilité qui est atténuée, notamment les chevaux qui font du cornage, les hémiplégies laryngées ? Et puis, il n'y a pas que le système respiratoire qui peut être à l'origine de contre-performances. Il y a aussi tout ce qui est affection cardiaque, digestive, myoarthrosquelettique. Donc ça, c'est pour le grand diagnostic différentiel, on va dire, des formes plus légères d'asthme, et ce qui peut amener le vétérinaire à faire une évaluation assez poussée avec différents tests, et notamment, comme ici, des tests à l'exercice qui peuvent être faits soit sur tapis roulant, muni d'un endoscope pour voir les voies respiratoires, ou alors sur la belle piste du Ciral que vous avez peut-être observé en contrebas, des tests pour voir un petit peu la fonction cardiaque et ce qui se passe au niveau sanguin. A contrario, pour l'asthme sévère, on change un petit peu la catégorie. On va le voir juste après, les signes cliniques sont quand même plus francs. Et il faut se poser la question, à ce moment-là, est-ce qu'en fait, je ne serais pas face à une pneumonie infectieuse ? Donc là, vraiment, c'est une grosse maladie au niveau des poumons qui peut être de nature le plus souvent bactérienne. Attention, on garde aussi en tête que ça arrive, les pneumonies fongiques avec des champignons ou les pneumonies parasitaires. On peut avoir aussi des répercussions de maladies virales. Les grands virus respiratoires du cheval, la grippe, l'herpès, si ça tape fort, le cheval peut avoir des conséquences un petit peu plus profondes au niveau pulmonaire. Donc le job du véto à ce moment-là, pour ne pas se tromper, bien diagnostiquer un asthme sévère. Je suis désolée, le micro, il fait des petits trucs là. Bien diagnostiquer un asthme sévère, c'est d'exclure l'infection. Comment on exclut une infection ? Ça passe par des analyses sanguines, par des prélèvements respiratoires et de l'imagerie type radio de thorax ou échographie pulmonaire. Donc si on revient sur notre asthme sévère, notre asthme at large, qu'il soit léger, modéré, sévère, comment je le diagnostique ? Très simplement, il y a une démarche à suivre qui passe, comme toute consultation prise en charge par un vétérinaire. On commence par l'anamnèse. L'anamnèse, c'est quoi ? C'est le recueil des informations auprès du propriétaire concernant l'animal et l'événement en cours. Qu'est-ce qui se passe sur cette maladie ? Après l'anamnèse, le véto est amené à faire un examen clinique, et notamment plus poussé niveau respiratoire. Et on peut aussi effectuer des prélèvements respiratoires. Donc là, les prélèvements, c'est ce que j'ai encerclé sur le dessin. Ça va être des prélèvements qui sont profonds. On réalise à ce moment-là, pour diagnostiquer un asthme, un lavage broncho-alvéolaire. On ne s'arrête pas seulement à faire un lavage au niveau de la trachée. Lavage trachéal, c'est très utile dans les cas d'infection. Pour aller rechercher une inflammation pulmonaire type asthme, il faut aller faire un prélèvement en profondeur. Et l'endoscopie trachéale, j'en parlerai par la suite. Niveau commémoratif et anamnèse, rapidement, pour les commémos,
ce qui nous aide là pour l'asthme, c'est l'âge. On l'a vu, les asthmatiques sévères, c'est souvent des plus âgés, ça peut nous aiguiller déjà un petit peu. Ensuite, l'activité, c'est toujours bon à prendre. Est-ce que c'est un cheval qui doit performer fort ou pas? Et ensuite, bien analyser son habitat. Est-ce qu'il vient à l'intérieur, à l'extérieur, le type de litière, la ventilation de l'écurie? Et en termes d'alimentation, qu'est-ce qu'il reçoit exactement? Comme type, est-ce qu'on est plutôt sur de l'herbe ou du foin? L'anamnèse, là, c'est vraiment la maladie à proprement parler. Comment elle s'est manifestée? L'apparition des symptômes. Est-ce que si on est quelque chose sur de l'aigu, qui est arrivé rapidement récemment, ou alors plutôt une maladie chronique? L'asthme, c'est chronique. Donc déjà, ça permet un peu de faire un tri. Et les circonstances. Est-ce que les signes cliniques apparaissent plutôt au repos, à l'exercice ou lors de la phase alimentaire? On le reverra après, c'est super important de se poser cette question pour ne pas se tromper entre un asthme léger-modéré et un asthme sévère. La description des symptômes, et puis est-ce qu'à l'écurie, il y a déjà des choses qui ont été faites en termes de traitement ou de diagnostic? Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Comment on reconnaît un asthme cliniquement? Il faut encore une fois faire la dichotomie entre les différentes formes d'asthme. L'asthme léger va être caractérisé seulement, cliniquement, par de l'intolérance à l'exercice. Et donc l'intolérance à l'exercice, c'est quoi? C'est un cheval qui ne travaille pas comme d'habitude, qui est plus essoufflé, qui performe pas aussi bien en compétition ou en course. Cette forme d'asthme, heureusement, elle est généralement transitoire. Donc le cheval ne va pas avoir besoin d'avoir un suivi tout durant sa vie. Asthme modéré, on peut avoir des chevaux qui ont de l'intolérance à l'exercice, mais se surajoutent à cela des signes respiratoires typiques, toux, jetage nasal. Et comme sur la photo, le jetage nasal est généralement bilatéral au niveau des deux naseaux, et puis d'une couleur un petit peu séromuqueuse. Ça veut dire entre le transparent à blanchâtre. Cette forme d'asthme est généralement transitoire ou bien incurable. Et on termine avec l'asthme sévère, et c'est là que j'avais votre attention. L'asthme sévère, comment on la différencie de l'asthme modéré? C'est un cheval qui respire mal, et ce, au repos. Donc comment ça se caractérise, un cheval qui respire mal? C'est, comme sur les vidéos, un cheval qui présente du tirage nasal. Donc on voit là, les naseaux sont vraiment ils forcent en fait pour respirer. Et donc les naseaux sont entièrement dilatés. On observe aussi ce qu'on appelle un tirage costal, donc avec une respiration comme sur les photos, qui est vraiment forcée. À l'expiration, le cheval il force sa cage thoracique pour respirer. Et globalement, c'est des chevaux qui ont une fréquence respiratoire qui est augmentée. On peut avoir en plus de la toux, du jetage nasal. Clairement, ces chevaux ils vont être intolérants à l'exercice, si déjà ils n'arrivent pas à respirer au repos. Et malheureusement, cette forme d'asthme sévère, pour le coup, elle est incurable. En plus de ça, on peut avoir une répercussion systémique. Systémique, ça veut dire quoi? C'est une répercussion un petit peu générale sur tout le corps, avec des animaux qui sont plus abattus, qui mangent moins bien, dysorexiques, et qui à terme peuvent s'amaigrir, comme le petit coco blanc qui avait pas mal fondu. Une particularité aussi pour ces chevaux asthmatiques qui du coup forcent leur respiration, ils peuvent avoir ce qu'on appelle une ligne de pouce. Donc c'est vraiment une musculature au niveau des flancs de l'abdomen qui ressort. Et ça pourquoi? C'est les muscles obliques externes qui contractent très fort à l'expiration et qui du coup ils deviennent musclés à cet endroit-là. En plus de l'examen clinique un petit peu standard qu'on est amené à faire, le véto va souvent sortir un sac plastique pour faire un fameux test au sac. Le test au sac, c'est quoi? On le place sur le nez du cheval et ça va permettre que le cheval respire plus amplement. Vous, quand vous allez chez le docteur qui vous dit prenez des grandes inspirations, expirations, on l'écoute. Généralement, il n'y a pas besoin de nous mettre un sac sur le nez. Le cheval, ça va être plus compliqué. Donc, c'est vraiment l'idée de lui faire respirer son CO2. Et puis ça, au niveau central, au niveau du cerveau, ça va déclencher des mouvements plus amples. Okay, donc, on ne le maintient pas indéfiniment. On fait ça pendant une couple de secondes, une petite minute. Et ça nous permet d'ausculter sur l'aire d'auscultation dessinée par le triangle. On peut révéler à ce moment-là potentiellement des anomalies à l'auscultation, type crépitement, sifflement. Et puis, quand on ausculte la trachée, sous l'encolure, on peut vraiment entendre des choses chargées avec pas mal de sécrétions. On en vient maintenant au prélèvement respiratoire qui, pour le coup, là, reste un acte vétérinaire. Il y a deux grandes techniques pour se rendre jusqu'au poumon plus profond. Soit on le fait avec un cathéter à ballonnet, c'est ici, cette espèce de sonde. Le principe, c'est de passer par le naseau du cheval. Ensuite, on arrive dans la gorge.
Et ensuite, on va dans la trachée. On glisse la sonde à l'aveugle jusqu'à ce qu'on ait une résistance. Et en fait, quand on a une résistance, c'est qu'on est suffisamment profond dans les bronches. Et à ce moment-là, on va pouvoir gonfler le petit ballonnet pour ensuite instiller notre saline. L'autre grande modalité de prélèvement, nous, c'est ce qu'on fait beaucoup ici parce qu'on a une belle tour d'endoscopie. Certains ont dû la voir pendant la visite du pôle médecine-chirurgie. On utilise un endoscope. Un endoscope, c'est quoi? C'est un espèce de grand outil comme ça, semi-flexible, avec une caméra à son bout qui va permettre d'objectiver tout ce qu'on fait. Donc, de la même manière, on rentre par le naseau, on va dans la gorge, la trachée et jusqu'au poumon. Là, je vous passe un petit peu des vidéos. La première, c'est le prélèvement à l'aveugle, avec la sonde qu'on est allé bien placer, puis ensuite, on envoie la saline dans les poumons. Et celle du dessous, c'est avec l'endoscope. Là, hop, on est déjà dans la trachée et à l'entrée du poumon. Donc, c'est un examen que les chevaux tolèrent très, très bien. Ça nécessite seulement une sédation. Des fois, on cède un petit peu d'un torné si le cheval est un petit peu plus tonique. Et puis, comme je l'ai dit, donc voilà, soit à l'endoscope, au cathéter. On peut aussi, pour favoriser le prélèvement, quand on est rendu au poumon, mettre de la lidocaïne. La lidocaïne, c'est un anesthésique local. Ça va limiter un petit peu la toux. Ça va être plus sympa pour le cheval au moment de mettre la saline et puis de réaspirer. La saline, en termes de volume, on met à peu près 250-500 ml de liquide dans les poumons. Alors ça paraît énorme comme ça, mais en fait franchement pour la capacité, le volume total du poumon du cheval, c'est vraiment pas grand-chose. On va pas forcément tout réaspirer, mais souvent on arrive quand même à réaspirer, soit manuellement ou mécaniquement, à peu près la moitié. Puis ensuite le cheval va juste lui réabsorber, ça va très bien se passer. Au niveau du recueil du liquide, donc là c'est une réaspiration manuelle, on voit qu'on a un liquide normal ici qui revient, c'est-à-dire qu'on a une couleur qui est plutôt translucide blanchâtre avec pas mal de mousse. Ça, c'est vraiment signe d'un bon prélèvement assez en profondeur. Donc on est super content qu'on a ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de notre liquide? On l'envoie en laboratoire. Les pathologistes, à ce moment-là, vont faire un étalement sur l'âme. C'est une cytologie qu'on demande. Un étalement sur l'âme et puis une coloration. Et après cette préparation, ça va leur permettre de faire un comptage des cellules. En gros, ils vont à la recherche de tout ce qui est cellules inflammatoires, les neutrophiles, les mastocytes et les éosinophiles. Ils font un différentiel, un comptage, ça nous donne des pourcentages. Et à ce moment-là, on se rend compte, est-ce que c'est normal ou pas? Je ne vais pas rentrer dans les détails des normes ici, mais globalement, ça ressemble un petit peu à ça. Quand le pathologiste doit faire son compte, c'est à lui d'aller regarder toutes les petites cellules et puis les compter une à une pour ensuite faire son différentiel. Et ce qu'il faut retenir pour nos chevaux asthmatiques, c'est dans les formes légères à modérées, on peut avoir les 3 types de cellules que j'ai énoncées, neutrophiles, mastocytes et éosinophiles. Parfois, il y a les 3, peut-être 2, peut-être qu'une. Alors que pour l'asthme sévère, c'est exclusivement une inflammation neutrophilique qui ressort, et souvent avec des seuils assez élevés. Et enfin, je vous en avais parlé au début, quand on fait le prélèvement avec l'endoscope, l'avantage, c'est qu'on peut observer la trachée en passant. Donc, on connaît des scores de mucus qui ont été étayés dans la littérature. Une trachée normale, c'est la vidéo en bas à gauche. Normalement, on a très peu de mucus ou pas de mucus. Celle de en bas à droite, au contraire, on a une trachée qui est beaucoup plus sale, avec l'apparition de mucus. Et ici, on serait quand même sur un grade 3 à 4. Donc, c'est vraiment la quantité de mucus qu'on regarde. Et ça, ce mucus, c'est signe de quoi? C'est signe d'inflammation pulmonaire. Attention, ce n'est pas suffisant pour le diagnostic de l'asthme. Si je fais juste une caméra dans la trachée et puis j'ai du mucus, c'est bon, il est asthmatique. Non. Il y a aussi du mucus qui peut être présent quand on a une pneumonie. Donc, il faut revenir à notre diagnostic différentiel et bien faire toutes les étapes. Et enfin, juste parce que je trouve ça sympa, cette vidéo, quand je vous parlais de bronchospasme au départ, le cheval qui a du mal à ventiler parce que ses bronches se rétractent, c'est vraiment ça. Je vous la repasse. Hop, le cheval, hop, on voit ses bronches qui se resserrent et qui se réouvrent. Et sur la photo ici, on voit de l'œdème de parois. Globalement, toutes les parois sont plus œdémaciées, puis ça encore, ça limite le passage de l'air et donc le cheval qui respire moins bien. Maintenant, si on termine, donc là c'était toute la portion diagnostic, comment je pose mon diagnostic, après ça, il faut les traiter ces chevaux. Le pilier, les axes de traitement vont se baser sur 3 piliers fondamentaux. Et puis le premier, le plus important, c'est vraiment la gestion environnementale, parce que, on se rappelle, un cheval asthmatique, c'est un cheval qui réagit à des allergènes dans son environnement. Donc on a beau mettre des médications cortico, bronchodilatateurs, ça va soigner les signes, gérer un peu l'inflammation, mais le mieux, c'est d'éviter les allergènes.
Donc le grand traitement repose sur la gestion de l'environnement. Et ensuite, on verra aussi l'intérêt des corticos et des bronchodilatateurs. Les mesures environnementales, il y a quand même 3 sous-piliers. Premièrement, l'alimentation. Deuxièmement, le type de litière. Et enfin, la ventilation de l'écurie. Donc là, on va passer un petit peu en revue ces 3 choses en donnant des pistes qui peuvent être faites à l'écurie. Ce qu'il faut retenir, c'est que les mesures environnementales, on appelle ça aussi les mesures hygiéniques, vont permettre de résoudre entièrement la fonction pulmonaire en 3 à 6 mois. Alors, ça ne veut pas dire que le cheval ne va pas s'améliorer plus rapidement. On peut déjà avoir une amélioration des signes cliniques, mais si on s'astreint à vraiment éliminer au maximum les allergènes, en 3 à 6 mois, mon cheval peut être en rémission. Attention, il faut les maintenir après. Quand on est dans un asthme sévère, c'est incurable. Donc, il faut maintenir ce niveau. Et l'inflammation pulmonaire, les études ont montré qu'après des bonnes mesures environnementales, en 6 à 8 semaines, on peut avoir une résolution complète de l'inflammation. Maintenant, par quoi ça passe ? L'alimentation numéro 1, ça serait on met le cheval au pâturage, à l'herbe. L'herbe, c'est pas poussiéreux. Voilà, c'est ça l'allié numéro 1, on va dire. Au pâturage, en même temps, la ventilation, elle est le plus adéquate. Si on n'a pas la capacité de mettre un cheval au pâturage, ça se comprend, hein, tout le monde n'a pas accès à un pré, on peut être en écurie au box. Dans ce cas-là, il faut trouver des substituts au foin. Premièrement, les cubes de foin. Les cubes de foin, c'est la photo qui est ici. Hop. C'est comme des concentrés, mais au lieu des concentrés riches en sucre, on va être plutôt sur des fibres végétales. En gros, c'est comme du petit foin qui a été coupé en très petits morceaux et qui n'est pas poussiéreux. Il y a des formulations qui peuvent être données sèches et des formulations qui doivent être humidifiées. Donc là, ça fait une espèce de soupe pour le cheval. Donc, il y a des chevaux qui n'aiment pas trop manger humide. C'est un petit peu plus onéreux que du foin, mais ça marche très, très bien. Niveau gestion environnementale, dans les études, ça a fait bien ses preuves. L'autre chose qui peut fonctionner, c'est le foin enrubanné. Attention, là, on préconise que le cheval soit vacciné contre le botulisme. Puis, par contre, le vaccin ne protège pas contre toutes les formes du botulisme. Donc, il faut garder un petit peu ça en tête. Le foin enrubanné, c'est plus simple quand il y a plusieurs chevaux qui mangent ça, parce que la balle, il faut la passer assez rapidement pour des problèmes de conservation. L'autre chose, peut-être que certains connaissent cette machine, le Egain, c'est une machine qui va permettre de faire un traitement à la vapeur, une espèce de pasteurisation du foin pour le rendre plus stérile, entre guillemets. Ça demande un certain coût pour l'achat de la machine. Ça peut se rentabiliser assez rapidement dans une écurie. Ensuite, la chose qui est la moins coûteuse finalement, c'est le foin mouillé. Il y a une étude qui est sortie qui a montré vraiment une bonne efficacité pour gérer des chevaux asthmatiques. Par contre, il faut que ce soit bien fait. C'est mouiller le foin, c'est l'immerger entièrement, de manière dans des contenants qui sont propres, minimum 30-45 minutes et pas forcément des heures, parce que sinon là, au contraire, ça va être contre-productif, il va y avoir le développement de moisissures. Et quand on mouille le foin, on enlève pas mal de sucre et de vitamines minéraux, donc il faut rajouter un complément pour pallier à ce lavement. Maintenant, en ce qui concerne la litière, en gros, on évite tant que possible la paille. La paille, c'est ce qu'il y a de plus poussiéreux par rapport à une litière de copeaux. Donc dans ce cas-là, il y a maintenant plusieurs marques qui font du copeau vraiment spécialisé pour la litière des chevaux, un copeau dépoussiéré. Attention, on ne prend pas n'importe quel copeau de bois. Hein. S'il y a des bûcherons à côté, une entreprise, on ne va pas ramasser la sciure. Clairement, ça va être trop poussiéreux et ça ne va pas convenir. En Grande-Bretagne, il y a pas mal d'écuries aussi qui fonctionnent avec des litières plus terreuses, type tourbe. Nous, c'est moins répandu. Et après, de plus en plus, on voit sur le marché maintenant des litières synthétiques ou avec d'autres fibres végétales qui, il n'y a pas encore de franche étude sur le sujet, mais qui ont l'air d'être prometteuses. Enfin, pour l'aspect ventilatoire à l'écurie, encore une fois, le mieux, c'est de privilégier l'extérieur. Donc, le plus possible en pâture. À défaut, il faut essayer d'être judicieux dans le choix de son box, si on peut. Choisir un box avec la tête en dehors. Choisir un box qui est loin des zones de stockage du foin, de la paille. Et si possible, les copains d'à côté, on les met aussi sur copeaux plutôt que paille. Lorsqu'on fait un gros nettoyage de l'écurie, c'est mieux de sortir le cheval, parce que là, il va y avoir les poussières qui vont remuer à gogo. Et puis, favoriser aussi la ventilation de l'écurie. Donc, on ouvre, on aère. On peut aussi faire attention dans la conception des bâtiments maintenant à veiller à une ventilation qui soit adéquate au niveau du plafond. Il y a plusieurs systèmes qui existent maintenant.
Pour les chevaux, à l'exercice, il faut penser par temps sec à bien arroser les surfaces de manège de carrière pour éviter toutes les poussières en suspension. Donc ça, c'était pour la grosse portion environnementale. Et pour le médicamenteux, je vais aborder deux grandes classes de médicaments. Premièrement, les corticostéroïdes. Donc les corticos sont des puissants anti-inflammatoires. On peut les donner de deux façons, soit par voie systémique. Qu'est-ce qu'on entend par voie systémique? C'est en gros tout ce qui est injectable, intramusculaire, intraveineux, ou par voie orale. L'autre grande modalité, c'est l'inhalation. L'inhalation, à ce moment-là, on peut utiliser soit des masques comme ça, on met le bout du nez du cheval dedans, puis là, c'est une nébulisation. Et on peut aussi utiliser des petits systèmes qui ont été adaptés pour utiliser les petites puffs des asthmatiques humains, où là, c'est un petit système avec une chambre et une petite ventouse qui vient contre le nez du cheval. Et donc, on va déclencher la médication au moment de l'inspiration de l'animal. L'avantage, inconvénient des deux, avantage et inconvénient pour la forme systémique, donc la molécule qu'on connaît le plus, c'est la dexaméthasone, c'est super efficace, c'est rapide d'action. Donc un cheval qui est en grosse crise, clairement, il a le droit à sa dexaméthasone rapidement injectable, si là il respire super mal. Par contre, sur du long terme, attention, il y a des risques secondaires, notamment la fourbure chez les chevaux. Donc là, la grosse maladie au niveau des pieds qui peut très mal se finir. Et puis, sur des fortes doses, ça peut amener aussi à de l'immunosuppression et donc favoriser d'autres maladies, d'autres infections. A contrario, les inhalations, l'avantage, c'est que le cheval, on le fait directement respirer la médication. Donc, il y a une portion qui va se retrouver jusque dans les poumons, le poumon terminal, les alvéoles, et agir localement. En conséquence, vu qu'on ne donne pas par la veine, etc., ça va moins circuler dans le sang. Il y a une petite portion qui peut quand même être réabsorbée. Donc, si ça circule moins dans le sang, beaucoup moins dans le sang, on a beaucoup moins d'effets secondaires et il y a moins de problématiques de dopage. On a vu que quand on utilise ces corticos, on a une résolution vraiment rapide là, pour le coup de la fonction pulmonaire. D'où le fait qu'un cheval qui est très clinique, on ne va pas juste se dire « allez, je change le foin, puis on verra ». Non, des chevaux qui sont en détresse, il faut les traiter de manière médicamenteuse et on met en plus l'accent sur les mesures environnementales. Par contre, attention, ça ne va jamais améliorer l'inflammation pulmonaire. Donc si on veut être bien, il faut aussi mettre en œuvre les mesures environnementales pour retirer les allergènes. Sinon, ça continue à déclencher l'inflammation locale. Et enfin, les bronchodilatateurs, la haute catégorie de médication qui, comme son nom l'indique, ça va amener à une bronchodilatation. Ça va ouvrir les bronches. Vous vous rappelez du bronchospasme qui avait tendance à bien fermer? La médication, ça va lever ce bronchospasme et faire que notre poumon, les alvéoles, soient bien aérés. Donc ça favorise la ventilation de l'animal. Les formes systémiques, intramusculaires, intraveineuses, orales, ça a une action rapide, efficace. L'inhalation, ça rejoint un petit peu ce qu'on venait de dire juste avant, et notamment, c'est très avantageux pour les problématiques de dopage. Attention, ces bronchodilatateurs, puis alors j'ai pas mentionné, mais en systémique, on utilise beaucoup le clenbuterol, le ventipulmin. Et puis en inhalatoire, il y a différentes formulations, salbutamol, salmeterol, etc. Les bronchodilatateurs, il ne faut pas les utiliser tout seuls. En fait, forcément, il faut les utiliser avec des corticostéroïdes. Pourquoi? C'est parce que bronchodilatateurs tout seuls, en fait, ils vont saturer un petit peu les récepteurs et à terme, la médication ne va plus du tout être efficace. Donc pour pallier à ça, le copain cortico, il fait que les récepteurs ils sont tout le temps bien adéquats. Et puis après, de manière judicieuse, on peut se dire ça peut être sympa de bien ouvrir les bronches. Donc je donne mon bronchodilatateur en premier et comme ça après les corticos quand on fait de l'inhalatoire. Comme ça après les corticos, ils ont plus de chances de bien passer en inhalation. Et avant l'exercice, ça favorise aussi une bonne ventilation du cheval. Donc, pour conclure sur cette thématique du cheval asthmatique, je pense que c'est essentiel, en tant que vétérinaire, puis aussi en tant que propriétaire, de bien savoir différencier les différentes formes d'asthme, léger modéré versus l'asthme sévère avec une clinique vraiment de difficultés respiratoires au repos. Le diagnostic, il se pose à la fois sur la clinique, mais aussi sur l'inflammation locale qu'on décèle au lavage broncho-alvéolaire. Et enfin, mettre l'accent sur les mesures environnementales parce que, in fine, c'est vraiment ça qui va le plus aider le cheval sur du long terme. Voilà, donc je vous remercie et puis n'hésitez pas si vous avez des questions.